Dernière partie d'Hebdo Show Algérie, mesdames et messieurs. On a le plaisir ce soir de recevoir un ami de l'émission, un ami de l'équipe d'Hebdo Show, monsieur Moulouder Khalif. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes fondateur de SPG Advisory et vous deviez avoir Nariman en face de vous ce soir. Mais Nariman est malade, on lui souhaite un prompt rétablissement. On lui souhaite un prompt rétablissement. Voilà, et j'espère qu'elle sera avec nous pour le dernier numéro d'Hebdo Show qui est donc prévu la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, soyez au rendez-vous. Alors, Mouloud Khalif, on a commencé donc à parler de l'entretien accordé par le président de la République à la presse nationale. Et on va parler maintenant, si vous le voulez bien, des ambitions de l'Algérie dans le domaine des technologies. L'Algérie ambitionne d'atteindre 20 000 startups d'ici à la fin du mandat présidentiel. C'est ce qu'a déclaré hier le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Votre avis sur la question? Alors, premièrement, je pense qu'il faut reconnaître que l'Algérie est un cas quasiment unique dans le monde, où les autorités, donc au plus haut niveau, le président de la République, ont mis tous les moyens nécessaires. Oui. C'est-à-dire qu'avant 2020, dites-moi franchement, en Algérie, qui parlait de start-up? Personne. Peut-être les initiés ou ceux qui avaient peut-être vécu aux États-Unis ou ailleurs. Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Le mot n'existait pas dans le vocabulaire. Exact. Donc, faire confiance à un jeune ministre à l'époque et créer un ministère en charge des start-up, c'est unique. Je pense que dans le monde, il y a 2 ou 3 cas dans le monde. Donc ça, il faut déjà reconnaître ça, c'est la première chose. Les moyens qui ont été mis en place depuis, ça a été crescendo. Donc on voit, bien entendu, quand on part de si loin, on voit petit à petit les résultats. Et en 2024, il faut aussi noter que le président de la République a mis en place un nouveau programme qui s'appelle ASEP. J'en avais parlé, je pense, une fois ici sur Algeria Startup Learning Expedition Programme. Donc un programme de découverte d'écosystèmes performants. Donc 2024, c'était la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. Sur 450, il y en a déjà à peu près 280 qui sont partis. Des jeunes. Des start-upers qui sont partis pour découvrir les écosystèmes les plus performants. Et ça continue en 2025, c'est ça la bonne nouvelle. Ça continue, donc là, actuellement, au moment où on se parle, il y a une cohorte d'une 30aine de start-up qui sont dans la Silicon Valley. Ils viennent de passer une semaine dans la Silicon Valley. Ils vont partir une semaine ensuite à Boston, visiter le MIT, etc. Donc imaginez 2 semaines pour des jeunes start-upers pour aller découvrir un écosystème américain. En ce moment, il y a aussi une délégation qui est en Corée du Sud et très bientôt, une nouvelle délégation va partir en Chine. Mais la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en plus, il y a de nouvelles destinations. Donc dès maintenant, la Slovénie a été ajoutée comme destination pour ASEP. Donc il va y avoir, pareil, une cinquantaine, une soixantaine de startups qui vont partir cette année en Slovénie. Parce que la Slovénie, il y a un programme très développé d'intelligence artificielle. L'IA, ils sont très forts dans le spatial également. Donc c'est un petit pays, mais qui est très très puissant au niveau technologique. Et comme nous avons d'excellentes relations politiques et économiques avec la Slovénie, donc ça fait du sens. Donc il y a aussi d'autres destinations qui sont en discussion, notamment les Pays-Bas, le Japon, etc. Donc c'est devenu un programme très très important pour faciliter justement aux jeunes start-upers la découverte de ces écosystèmes ultra performants et pour se mesurer, comprendre. Et parfois on a affaire à des jeunes qui viennent, je ne sais pas moi, de wilaya de l'intérieur du pays, qui ont parfois connaissent à peine Alger et qui se retrouvent tout de suite dans un écosystème vraiment, j'allais dire, cutting edge, hein, ce qui se fait de mieux dans le monde. Parce qu'ils sont connectés peut-être. Monsieur Khalif, je voulais vous poser une question, parce qu'on cite souvent l'exemple de la Corée du Sud et de la Chine comme des modèles de start-up au monde. Après, il y a les États-Unis. Qu'est-ce qui marque ces 2 modèles? Alors, ce sont des modèles différents. Le concept de start-up est né aux États-Unis. Donc, si vous voulez, le concept a été développé aux États-Unis. Ils ont des modèles en termes de capital de risque, d'investissement. Le modèle est bien. Le modèle chinois, le modèle sud-coréen est différent. Par exemple, la Corée du Sud est basée sur l'industrie. C'est des modèles industriels. On a des grands groupes industriels qui font confiance d'ailleurs aux startups. Et vous me faites penser à quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Donc ce sont des pays, la Chine et la Corée du Sud, les États-Unis également bien sûr, qui font confiance aux startups. Et ça, c'est quelque chose qui peut permettre justement aux startups algériennes de décrocher des contrats avec des grandes entreprises du secteur public
mais également du secteur privé. Vous dites que les deux sont différents, donc la Chine et la Corée et les États-Unis, enfin les trois sont différents, mais elles se rejoignent, si on veut, Mouloud Khelif, dans le fait que ce sont des jeunes qui contribuent à ces startups. Alors oui, des jeunes et des moins jeunes. Parfois, on voit aussi des start-upers, je pense ici en Algérie, mais ailleurs, des gens qui ont déjà une expérience corporate, une expérience bien aboutie, et qui développent, maturent une idée et qui lancent, et souvent avec énormément de réussite. D'accord. Parce qu'ils ont la connaissance, l'expérience, ils ont aussi déjà travaillé, donc en général ils savent comment gérer les obstacles, l'aspect financement, etc. Donc c'est pas réservé aux jeunes. Et c'est pas réservé aussi aux Algériens ici en Algérie. C'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que la diaspora, la communauté nationale à l'étranger commence à s'intéresser de plus en plus, et plutôt que de lancer leurs projets en Europe ou dans les pays du Golfe ou au Canada, disent pourquoi ne pas le lancer, ce projet, chez nous, en Algérie. En 2019, M. Khelif, il y avait 200 startups. Et aujourd'hui, il y a 9000 et le président Tebboune a annoncé que l'objectif serait d'atteindre les 20 000. 20 000 startups, au moins à la fin de son mandat. 20 000 startups. Comment justement accélérer la création? Est-ce que plus de facilité pour qu'on crée une startup et qu'on la mis rapidement, qu'on la connecte rapidement avec l'économie? Alors, moi j'ai tendance à dire que le talent en Algérie, il est distribué de manière équitable. C'est-à-dire que vous soyez à Ouargla, à Khenchla, à Taman Rasset ou à Tlemcen, le talent pur, il est là. L'opportunité ne l'est pas toujours. Souvent, en Algérie, on est centralisé dans les grandes villes. Et donc, on a la chance d'avoir un réseau universitaire en Algérie qui est très dense. C'est peut-être le réseau le plus dense en Afrique, peut-être même du Moyen-Orient, également du monde arabe. Et donc, il faut s'appuyer sur les réseaux universitaires. Et c'est le cas. Il y a maintenant des incubateurs dans toutes les universités. On est en train de passer aussi à l'accélération, donc l'étape suivante. On a des CDE, des centres de développement de l'entrepreneuriat, qui permettent aussi de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut développer. Et ça prend du temps. Donc on met en place les éléments du puzzle et petit à petit les choses se mettent en place. Mais les ingrédients sont là. On a le talent et on a aussi l'élite. Il ne faut pas oublier qu'on a une élite. Juste à Sidi Abdallah, je me souviens en avoir parlé ici, on n'a pas une, on a 5 écoles d'élite. On a bien sûr l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle, mais on a aussi une école de mathématiques, on a une école de cybersécurité, une école de système embarqué, une école de nanotechnologie, 5. Et ce pôle de Sidi Abdallah, pour moi, c'est la future Silicon Valley algérienne. Et c'est le seul qui existe en Afrique, il faut le rappeler. Le seul. Alors ce qui manque actuellement, c'est quoi? C'est l'implication des entreprises, des grandes entreprises. Pourquoi ne pas avoir des grandes entreprises publiques, privées, qui s'impliquent, et pourquoi pas aussi des entreprises multinationales? Les entreprises multinationales qui sont présentes en Algérie, il faut les mettre à contribution. Et comment faire pour les mettre à contribution, justement? C'est leur intérêt. Si on leur montre qu'il y a dans ces écoles une matière première, l'entreprise, elle cherche quoi? Matière première, c'est le talent. On a des talents, des jeunes brillants. J'en connais dans ces écoles qui déjà en 2e, 3e année ont déjà des projets innovants. Ils ont déjà labellisé leurs projets innovants. Donc si on veut que ces jeunes voient leur avenir ici en Algérie, il faut qu'on les matche en termes d'opportunités avec des offres, des opportunités créées par les entreprises, qu'elles soient locales, nationales ou internationales. Très bien. Juste une petite remarque vite fait. On parlait effectivement de l'apport au vocabulaire économique, notamment de la start-up elle-même, mais au-delà de l'apport, c'est de l'économie factuelle aujourd'hui. On a évoqué effectivement plus de 9000 start-up, dont 6000 labellisées, si je ne m'abuse. Donc on a véritablement un recovery, une espèce de session de rattrapage accélérée par effectivement, comme vous disiez à juste titre, cette volonté politique et économique de la part du président de la République, cette vision aussi notamment, moi je rappelle que vous avez évoqué les universités algériennes, c'est aussi ce type de concept a été intégré dans les cursus de formation universitaire, si je ne m'abuse, que ce soit l'intelligence artificielle, la méthodologie, les startups et autres. Donc ça a lieu en fait d'élaborer un levier facilitateur, mais accélérateur aussi, puisque le temps c'est de l'argent, et puis on parle de start-up, donc start-up numérique, technologique et autres. Et je conclurai sur la diaspora. Vous avez évoqué effectivement la communauté nationale établie à l'étranger.
Un chiffre, 2024, des données de l'ONS, donc l'Office national des statistiques, plus de 20% de la diaspora sont disposés à injecter, donc à investir directement dans l'économie algérienne. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est une richesse en veille que le président de la République veut mettre en action. Et je pense, si je peux rebondir, je pense que c'est un élément, le processus d'entrepreneuriat, c'est un élément d'intégration de notre communauté nationale à l'étranger, dont je fais partie d'ailleurs. Hein, donc j'en suis l'exemple. Et s'il y a des personnes qui se posent la question, est-ce qu'on fait confiance à la diaspora, j'en suis l'exemple vivant. Je suis président du conseil scientifique et technique d'Algérie Aventure, qui est l'accélérateur public ici en Algérie. Donc voilà, la réponse elle est claire. Et j'ai été impliqué ces derniers mois, depuis quelques mois. Il y a eu plusieurs événements, c'est parti de Genève avec notre consul général qui a organisé un événement sur l'entrepreneuriat, bien sûr en direction de la communauté algérienne en Suisse, pour leur montrer les avantages. Et les ministres sont intervenus en visioconférence, ensuite ça a été Francfort, ensuite ça a été en France, il y a eu plusieurs villes en France, tout récemment Nanterre, Lille. Donc on sent un engouement. Je reçois des messages sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, pratiquement tous les jours. Hey, j'ai entendu, je vous ai rencontré à tel endroit, j'aimerais lancer un projet. Ce matin encore, quelqu'un m'a écrit sur LinkedIn, je peux avoir votre WhatsApp, j'aimerais lancer un projet, etc. Donc on sent un engouement et ça, c'est vraiment à mettre au crédit du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, parce qu'il l'a dit, il l'a répété et ce ne sont pas des paroles, c'est vraiment dans les actes. D'ailleurs, il faut aussi remercier et féliciter tout le système diplomatique algérien qui vraiment soutient tous ces efforts. Que dans tous les pays, dès qu'il y a des besoins, ils sont là, que ce soit les consuls généraux, les ambassadeurs, ils sont là pour soutenir ces activités, y compris avec le programme ACEP. Demain ou après-demain, il y a un événement qui est organisé par notre consul général à San Francisco, qui a accueilli la délégation, les start-upers qui sont dans la Silicon Valley, pour justement les mettre en contact aussi avec l'écosystème. Très bien. Alors, Mouloud Khelif, l'expérience algérienne en start-up est citée aujourd'hui en exemple dans les institutions internationales. Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça vous fait de voir que l'Algérie, elle brille à ce point ? Bon, d'abord, en tant qu'Algérien, c'est une fierté, bien entendu. Hein, moi, je vais être honnête avec vous. J'ai été impliqué dans l'écosystème ici en Algérie, entrepreneurial de manière générale, à plusieurs reprises dans ma carrière. Et il y a eu des périodes où j'étais, disons, un peu refroidi, un peu déçu. Et cette période-là que je vis en ce moment, c'est arrivé justement grâce à des amis qui m'ont présenté l'écosystème et notamment le ministère des startups, le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises et toutes les personnes qui gravitent dans cet écosystème. Et j'ai été bluffé par les compétences, les talents qui existent. Et c'est vraiment en faisant une immersion dans cet écosystème que j'ai compris le potentiel. Pas seulement à Alger, je précise, pas seulement à Alger. Parce que souvent on est focalisé, on est fixé sur Alger. Le talent existe partout, que ce soit à Mostaganem, à Oran, à Annaba, à Guelma, etc. Partout en Algérie. Et le potentiel de cette jeunesse, il est énorme. Start-up, entrepreneur, peu importe comment vous l'appelez, auto-entrepreneur, on peut s'impliquer de différentes manières dans le développement économique. Et je vous ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Il y a des mots qui sont revenus dans la discussion suite donc aux déclarations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. C'est des mots importants, des mots forts, c'est souveraineté. Oui. Souveraineté, c'est indépendance, c'est la voix de l'Algérie, une voix forte. Et aujourd'hui, ça doit se faire par la diversification. Ce mot est revenu aussi. Économique. Diversification économique, ça veut dire, fondamentalement, ça veut dire vraiment investir sur la jeunesse algérienne, investir dans le sens de l'entrepreneuriat pour donner aussi un autre modèle. On l'a dit, il y a 5 ans, ce modèle-là n'existait pas. Ce modèle aujourd'hui, il existe, il est disponible et c'est un changement aussi d'état d'esprit, de mindset. Ce que Badis disait tout à l'heure, dans les universités algériennes, il y a 5 ans, on ne parlait pas de start-up. Aujourd'hui, on parle de projets innovants, on parle de labellisation, on parle d'entrepreneuriat. Et ça, déjà, c'est extraordinaire. Mais par rapport ce changement. au mindset,
ailleurs dans le monde, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques parrainent des jeunes start-upers, des projets. Chez nous, on a l'impression qu'ils hésitent encore. Comment justement amener à les rassurer pour leur dire que parrainer ou aider ou soutenir ou financer un projet de start-up peut être très bénéfique pour leur entreprise? Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que le maillon qui reste le plus faible dans cette chaîne, c'est l'entreprise. L'entreprise moyenne, la grande entreprise. Je pense que les entreprises en Algérie, globalement, il y a des exceptions, sont encore frileuses quand il s'agit d'entrepreneurs, de start-up. C'est quelque chose qui, voilà, ils connaissent pas. Oui, il y a une partie de méconnaissance. C'est la peur de l'inconnu. Et aussi la peur du changement. On a l'habitude de faire les choses comme ça. Oui. On a nos fournisseurs. Pourquoi on va se casser la tête? Ça marche. Ok. Là, je suis rassuré. Là, pourquoi je prendrais un risque? Sauf que là, c'est une question, encore une fois, de responsabilité nationale et responsabilité sociale. Et moi, je fais appel justement aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire c'est votre responsabilité, que vous soyez dans le secteur public ou dans le secteur privé. Je ne fais pas de différence. Parce que si vous ne donnez pas de chance à ces jeunes, à ces start-upers, qui ont des solutions innovantes, qui ont des projets qui peuvent vous permettre non seulement de faire les choses comme vous le faisiez, mais encore mieux et moins cher. Vous allez pouvoir diminuer votre facture d'importation. Donc c'est tout bénéfice, c'est gagnant-gagnant. Moi, je dirais un truc par rapport à ça, parce que je me suis beaucoup intéressé par le développement asiatique, particulièrement le Japon avec le MITI, le ministère de l'Industrie. Oui. Donc c'est l'État qui chapeautait. Là, on voit bien que c'est l'État qui chapeaute les startups, et c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une garantie de l'État. Ce qui pose problème, c'est la migration entre l'université et l'entreprise, on l'a dit. Mais je pense qu'il y a peut-être un élément important à rappeler par rapport à ça, c'est que ce qui fait le dynamisme économique américain ou chinois ou dans le reste du monde, c'est la R&D, la recherche et développement. Or là, ils ont la possibilité de puiser quasiment gratuitement, il y aura des paiements après, dans un vrai vivier de connaissances, de recherche et développement, et ça pourrait leur permettre non seulement de pérenniser leur activité, d'innover et de pouvoir conquérir les marchés internationaux. Je pense qu'il faut qu'ils sortent de cette espèce de bulle comme ça, de se dire on est bien dans notre coin, on a notre petit marché. Il faut peut-être envisager comme ça d'avoir de l'ambition. Tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça a été clairement dit par le président de la République. Oui. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et c'est l'une des composantes de l'open innovation. C'est de dire on va littéralement vous payer pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'avec les exonérations fiscales, plutôt que de donner l'argent au fisc, finalement, aux impôts, vous allez donner cet argent à des startups innovantes et vous allez leur donner finalement un contrat. Ils vont faire de la recherche et du développement pour vous. Et l'open innovation, ça s'applique bien justement pour les projets où on n'est pas certain de la solution. C'est pas un processus d'achat, c'est vraiment externaliser la fonction de R&D avec des startups innovantes. Et on a des pépites en Algérie, on a des pépites, et le risque, je vais être très honnête avec vous, le risque, c'est que si on ne fait pas ça, ces pépites, elles vont aller où à votre avis? À l'étranger, forcément. Parce qu'on va reconnaître, on était dans un événement au Luxembourg le mois dernier, avec des startups algériennes. On a emmené des startups algériennes. Je peux vous assurer que le gouvernement de Luxembourg a tout de suite compris la valeur des... Bien sûr. Tout de suite, le ministre de l'économie du Luxembourg est venu parler à chacune des startups qui étaient présentes. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. Très bien. Je te connais bien, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, tu le sais très bien. J'ai une question, plus personnelle que professionnelle. D'après toi et d'après ton analyse que tu as fait depuis maintenant 5 ans ou 6 ans où tu t'es mis à fond dans ce domaine des startups ici en Algérie, où tu as lancé parce que ta carrière à l'étranger n'est plus approuvée, tu as réussi de façon exceptionnelle à l'étranger et tout le mérite te revient. La première richesse de l'Algérie, tout le monde dit que l'Algérie est un pays riche de par ses sols et ses sous-sols, c'est l'hydrocarbure, le gaz, les minerais et ainsi de suite. Pour moi, la plus belle richesse de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Et quand tu as 250 000 étudiants qui sortent chaque année des universités algériennes, des grandes universités algériennes. Donc plus de 40% d'ingénieurs. C'est ça. Donc plus de 40% d'ingénieurs. Est-ce que c'est pas ça notre nouvel or noir? C'est ça. Est-ce que d'après toi, par rapport à ton expérience, c'est pour ça que je dis que c'est personnel, parce que tu es passé par toutes les étapes, toi, du monde étudiant ensuite professionnel, où tu es parti justement à l'étranger pour te former et réussir. Est-ce que pour toi, on est d'accord qu'on va sur plusieurs domaines, l'agriculture, on en a parlé tout à l'heure, 38 milliards de dollars justement d'exportation. Est-ce que maintenant, notre nouvel or noir, notre nouveau trésor de l'Algérie, c'est pas sa jeunesse?
Alors, je suis d'accord avec toi, mais juste une petite distinction. Pour moi, ça l'a toujours été. C'est juste qu'on n'avait pas, pas forcément pris conscience. Mais j'allais dire l'actif le plus important, si on parle en termes de comptabilité, l'asset, l'actif le plus important pour notre pays, c'est le talent. Le talent, mais j'ai dit tout à l'heure, il est distribué de manière équitable. Peu importe où vous allez en Algérie, peu importe, même dans le plus petit village, vous allez trouver des talents extraordinaires. L'opportunité ne l'est pas toujours. Oui. C'est pour ça qu'il faut amener l'opportunité, notamment grâce aux universités, et pas seulement, grâce à des skill centers, comme ce qu'est en train de faire Algérie Télécom, etc. Amener l'opportunité et la matcher avec les talents. Et là, tu me permets de faire justement lien avec peut-être le sujet qui nous intéresse, c'est l'IA. Vous savez que c'est justement, on y arrive à l'intelligence artificielle. Parce que le triptyque de l'IA, c'est quoi? C'est talent, les données, data, et l'infrastructure, la puissance de calcul. Donc, on commence toujours par le talent, même dans les nouvelles technologies. Sans talent, il n'y a pas d'IA. C'est très important. Et on l'a ici en Algérie, on l'a. Justement, Mouloud Khelif, bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même vous poser cette question. L'Algérie avance à grands pas dans le domaine de l'intelligence artificielle et avec la Slovénie, elle a signé un accord justement pour le développement de cette intelligence artificielle. Alors vous, comment est-ce que vous voyez ce développement? Comment est-ce que ça va se faire? Alors, on pourrait en parler pendant 2 heures, si vous voulez. Vous savez que c'est mon dada. En 2 minutes, alors ça va être compliqué. En 2 minutes, il faut faire attention. Je pense qu'on doit prendre les choses de manière intelligente. L'IA, ça peut être une opportunité extraordinaire et ça peut aussi être un risque extraordinaire. Je reviens d'une semaine intense à Genève. J'ai fait partie pour la première fois, on parlait justement de l'Algérie qui fait confiance à sa diaspora, donc je fais partie de la diaspora. J'ai été intégré dans la délégation officielle de l'Algérie qui a participé à Genève à 2 événements. Félicitations. Un qui est le sommet mondial sur la société de l'information et le deuxième c'est AI for Good, comme par hasard. Donc je représentais le ministère de l'économie de la connaissance et des startups dans cette délégation qui était dirigée par le ministre des Postes et Télécommunications, M. Sid Ali Zaloukhi. Une délégation multisectorielle, fantastique, vraiment des gens extraordinaires. Et le sujet le plus important, c'était ça, comment maîtriser l'IA. Donc ce n'est pas une particularité de l'Algérie, tous les pays se posent cette question, sauf peut-être les gros qui sont en train de se battre, d'essayer de dominer, on les connaît. Mais sinon, tous les autres pays, y compris l'Union européenne, y compris l'Union africaine, etc., tous les débats. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça peut être un outil de domination. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut aussi imaginer que l'IA puisse devenir un outil, une nouvelle forme de colonisation. C'est très important. Donc, tout à l'heure, on parlait de souveraineté. L'IA, la maîtrise de l'IA pour notre pays, c'est une question de souveraineté nationale. Je le répète à chaque fois, dans mes écrits, etc. C'est aussi une question de sécurité nationale. Tout à fait. Parce que l'IA, c'est un outil, c'est une technologie qui est duale. Elle est à la fois pour des usages civils, mais aussi pour des usages militaires. Très important. Très important. Donc, on a besoin de la maîtriser des deux côtés. C'est une technologie qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de l'humanité, c'est bien comprendre. On la compare un peu au feu, à l'électricité et un peu aux révolutions industrielles précédentes. La différence, c'est que le feu et l'électricité ne fonctionnaient pas de lui-même. Là, pour la première fois, on a une technologie qui peut prendre le contrôle elle-même de tout le reste et devenir autonome. Ce qu'on appelle aujourd'hui en 2025 les agents IA, l'agentique. C'est quoi? C'est l'autonomie. 2026, ça peut être un autre niveau, la robotique. On va vers l'IA physique. Donc vous voyez, tout ça, ça peut présenter des risques, mais ce qui est certain, le message que je veux faire passer, c'est on doit vraiment prendre ça très au sérieux. C'est pas l'affaire d'un ministère, c'est pas l'affaire d'une agence. Ça concerne l'agriculture, ça concerne les transports, ça concerne la défense, ça concerne tout le monde. Donc, très important à maîtriser parce que c'est une source de sécurité nationale et de souveraineté nationale. Très bien, merci. On n'a plus le temps, Badis. Petite conclusion. L'IA, ne pas sous-estimer, ne pas surestimer. En revanche, effectivement, l'Algérie a opéré un saut vers la géotechnologie, parce que c'est ça dont il est question. Comme on aime le dire, maîtriser les algorithmes, c'est quoi? C'est influencer le monde. Tout à fait. Très bien, merci messieurs, merci Mouloud Khelif d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames